something for you, Mr. Bond? Just a drink. A martini, shaken, not stirred. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans ce nouvel épisode du Vodka Martini, notre nouveau format qui nous permet d'explorer la franchise James Bond avant la sortie du 25e épisode un peu plus tard cette année. Et je suis accompagné de Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut Robin. Avec toi, nous allons revenir sur le 4e film de la franchise James Bond, intitulé Thunderball ou en anglais Opération Tonnerre. C'est sorti en 1965, c'est réalisé par Terence Young. Et c'est encore Sean Connery qui prête ses traits à James Bond. Alors avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet de ce film, il y a quand même un point assez important qu'on doit souligner sur ce film. C'est tous les différents problèmes, les différentes discussions d'adaptation, puisqu'effectivement Opération Tonnerre, tu le disais dans le premier épisode de nos Vodka Martini, c'était censé être le premier film de la série, finalement c'est le 4e. Explique-nous un petit peu pourquoi. Exactement, à la base, le duo Saltzman-Broccoli, donc les producteurs en charge de la franchise James Bond, pensaient démarrer avec ce bouquin-là, mais c'était pas possible pour une question de droit que je vais me faire un plaisir d'expliquer ici. C'est que pour reprendre les bases, donc en 1958, donc avant la sortie de Dr. No, Ian Fleming a déjà envie d'adapter James Bond au cinéma, et avant même sa rencontre avec Saltzman et Broccoli, il va faire la connaissance d'un réalisateur irlandais qui s'appelle Kevin McClory, qui est très intéressé à porter James Bond au cinéma, mais qui trouve qu'il faudrait un scénario original plutôt qu'une simple adaptation d'un roman préexistant. Et donc, avec le scénariste Jack Whittingham, il développe différents pitchs avant d'arriver finalement à un script qui ne va au final jamais être tourné, puisque pour différentes raisons qu'on ne va pas détailler ici, le projet est retardé et finalement il tombe à l'eau. Donc ce film-là ne s'est jamais fait, mais en 1961, Fleming se met à l'écriture d'un nouveau roman qu'il intitule Opération Tonnerre. Et en fait, à cette époque, il est un petit peu en panne d'inspiration. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire pour imaginer ce nouveau roman ? Eh bien, il va reprendre simplement des idées du script de McClory et Whittingham, et il va écrire une histoire là autour en signant seul de son nom. Et donc, il ne créditera pas McClory et Whittingham. Et donc, évidemment, qu'à la sortie du roman Opération Tonnerre, McClory va le lire et se rendre compte que ça ressemble drôlement quand même au script qu'il avait écrit avec son copain Jack. Et il va immédiatement lancer un procès à l'encontre de Ian Fleming. Et il y aura une longue bataille juridique qui va durer quand même un bon moment. Tout ça pour qu'ils arrivent à un accord, c'est que McClory obtient les droits d'adaptation du roman, Opération Tonnerre, mais également les droits de Spectre, donc cette organisation terroriste qui constitue l'antagoniste principal des premiers films, et de Blofeld surtout, parce que c'est dans le roman Opération Tonnerre, en fait, qu'ils font leur première apparition, tous les deux. Avant ça, chez Ian Fleming, ils n'existent pas, et donc ça devient la propriété de McClory. Et donc au moment où Saltzman et Broccoli lancent leur franchise et réalisent 1, 2, 3 films, et où vient le moment de réaliser un 4e film, eh ben, ils ont peur d'une adaptation concurrente qui viendrait de McClory, et donc ils s'arrangent avec lui et ils se mettent d'accord pour qu'ils puissent adapter eux-mêmes Opération Tonnerre et utiliser le Spectre. Et il y a un accord qui est conclu entre eux et McClory, c'est que le réalisateur irlandais devient producteur du film Opération Tonnerre, et il a droit à un petit pourcentage sur les recettes plutôt intéressant. Voilà. Ouais. Mais en contrepartie, il doit attendre 10 ans pour produire un remake d'Opération Tonnerre. Donc comme ça laisse tout le loisir à Saltzman et Broccoli d'utiliser le Spectre et Blofeld et tout ça, et il n'y a pas d'ombre qui viendrait leur faire concurrence. Et donc le remake de McClory se fera en 1983, finalement, c'est le film Jamais plus jamais, pour lequel il va rechercher Sean Connery d'ailleurs, histoire de bien envoyer une petite pique à ses deux compères. Et jusqu'à sa mort, en fait, il tentera d'autres remakes, puisqu'il a le droit d'adapter uniquement ce roman-là, et donc il essaiera de lancer d'autres versions de ce bouquin pour créer sa propre franchise. Évidemment qu'il n'y aura jamais de suite. Et finalement, Ion Productions finira par récupérer les droits du bouquin, et donc aujourd'hui, la société est l'unique détentrice des droits de James Bond. Donc ce Thunderball ou Opération Tonnerre, on l'a dit, c'est le 4e film de la saga James Bond
au cinéma, qui va donc nous faire suivre Sean Connery, qui va devoir récupérer 2 bombes atomiques qui ont été dérobées par justement cette organisation terroriste qui s'appelle donc Spectre. Et puis James Bond et d'autres agents secrets sont mandatés par le gouvernement britannique et le gouvernement américain, sans faire heure, pour retrouver ces bombes, puisqu'en fait Spectre demande une rançon. Il menace de détruire une ville américaine ou britannique si on ne lui livre pas $1 million, ou je ne sais plus quelle est la somme exacte. Je crois que c'est un truc assez 100 millions, je assez crois, improbable. plutôt. Ouais, c'est assez improbable. Et donc on va suivre James Bond sur une île plutôt paradisiaque. Il va aux Bahamas en fait voilà. pour retrouver le numéro 2 de Spectre, Emilio Largo, qui s'occupe justement de cette mission-là et qui détient l'emplacement des missiles. Et pour ce film-là, l'idée c'est de faire, comme l'annonce d'ailleurs le poster, le plus grand de tous les Bonds. Donc là on vise la démesure pour ce 4e film. L'idée c'est de faire encore plus fort que Goldfinger, le précédent qui avait cartonné. Et donc Guy Hamilton, le réalisateur de Goldfinger justement, est épuisé par ce précédent film. Donc on va rechercher Terence Young qui avait fait Dr No et Bon baiser de Russie, et on lui donne carte blanche pour ce 4e film. Et du coup il va réaliser une espèce de synthèse de ces 2 précédents films, mais version plus quoi. C'est-à-dire qu'on retrouve l'exotisme de Dr No, puisqu'on est aux Bahamas, on retrouve un peu la même atmosphère, mais avec des scènes d'action encore plus ambitieuses que dans Bon baiser de Russie. Et des gadgets improbables. Et des gadgets improbables. Et tout ça... Franchement, le jetpack. Alors voilà, exactement, c'est tout super. ça, on l'a dès la séquence pré-générique où James Bond traque un colonel français qui est membre du Spectre. Et Jacques Bouvard. Jacques Bouvard. D'ailleurs, il y a un jeu sur ses initiales qu'on voit sur un cercueil. Et on fait croire que c'est James Bond. Et en fait, non, c'est pas lui. Et donc, ce colonel français se fait passer pour mort et se déguise en fait en sa propre veuve. Et donc, James Bond va le débusquer et ça donne lieu à un combat mano à mano hyper brutal où il pète tout dans la pièce, il s'envoie des éléments de décor et hyper dynamique parce qu'on a là encore, comme les précédents, le montage de Peter Hunt qui est assez imparable, et la scène se termine effectivement par une fuite en jetpack assez improbable, mais qui donne déjà le ton de cet épisode, parce que comme on l'indique là aussi sur le poster, c'est toujours intéressant de voir, le poster nous indique look up, look down, look out, et donc ça annonce déjà un film qui va se passer sur Terre, dans les airs et sous l'eau. On va tout observer, tout explorer, parce que la particularité de cet épisode, c'est qu'il y a énormément de scènes sous-marines. Ouais, tout à fait. Notamment une bataille finale entre 2 groupes de plongeurs qui est assez incroyable, qui a fait date, et qui reste clairement. assez impressionnante à l'époque. On se bat au couteau, au harpon, aux grenades, il y a des requins qui viennent s'en mêler à la fin, et c'est un sacré défi technique, toutes ces scènes sous-marines. Pour dire en plus que c'est un film qui a 55 ans maintenant, puisqu'on est même en 2020. Franchement, techniquement, c'est assez imparable. Ouais. Il y a peut-être quelques rétroprojections qui sont un peu dégueu, notamment à la fin, cette poursuite sur le bateau où on voit les incrustations et ça fait un peu kitsch, mais pour le reste, effectivement, techniquement, c'est toujours assez impressionnant. C'est aussi le premier film de la série qui est tourné en cinémascope, et donc là aussi, ça donne beaucoup plus d'ampleur au décor et à l'action, ce format horizontal. Et effectivement, c'est vraiment un épisode qui vise la démesure et où on n'arrête pas dans l'action toujours plus improbable, mais c'est aussi... je trouve un opus tout à fait intéressant sur ce qu'il raconte, notamment sur la figure de James Bond, puisqu'on continue le jeu sur l'image machiste du personnage qu'on a évoqué dans les précédents films. On jouait déjà là-dessus dans Bon baiser de Russie, où c'était le Spectre exploitait sa faiblesse, donc les femmes. Dans Goldfinger, on s'amusait un petit peu aussi à taper sur cette figure machiste, et là on s'amuse vraiment à la malmener dans Opération Tonnerre, parce qu'il y a tout un passage au début, par exemple, où Bond est dans une clinique de remise en forme et où son ennemi le piège dans une machine de traction vertébrale, et il se retrouve à faire des mouvements plutôt équivoques. Enfin, on est clairement dans du viol visuellement, donc c'est assez impressionnant de voir ça à l'écran dans un James Bond. Et la scène d'après, il menace la kiné de la faire virer pour coucher avec. Donc là, on a de nouveau le James Bond agressif et assez violent dans la séduction, mais il sera plus tard puni par la méchante du film, Fiona Volpe, qui est aussi une agente du Spectre, et qui va le persécuter tout du long.
Je trouve ça assez intéressant parce qu'elle, c'est une femme fatale, donc c'est l'antagoniste parfait pour James Bond finalement. Et c'est pour moi une des meilleures méchantes de la saga, puisqu'elle va vraiment le confronter, le malmener. Elle le balade en voiture, à un moment il est terrorisé, elle le casse en une réplique où elle lui renvoie à la gueule sa domination et sa tentative de séduction. Il y a toute une scène aussi où elle le pourchasse dans les rues de Nassau pendant une parade musicale, et où on a un vrai instant de tension. On retrouve d'ailleurs là l'influence de Hitchcock dans cette scène. Et donc là, on a un vrai personnage intéressant, je trouve. Et puis du coup, puisque c'est le 4e film, on l'a dit, de James Bond, et donc le 4e film de Sean Connery, c'est aussi intéressant de voir peut-être l'évolution du personnage qu'il incarne, du personnage de James Bond, qu'il a forcément fait évoluer un petit peu depuis les 3 premiers films. Oui, et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a dans ce film-là, par petites touches, mais très, très subtiles et qui sont beaucoup moins appuyées que ce qu'on aura, par exemple, plus tard avec un Daniel Craig, on a quelques éléments qui fragilisent le personnage de façon plus subtile que ce que je viens d'évoquer, où on lui renvoie son sexisme à la gueule, en gros, mais où on va montrer un peu plus l'humanité du personnage. Charlotte l'évoquait dans le précédent opus. Dans les romans de Fleming, c'est vrai que la part humaine du héros est un peu plus travaillée et un peu plus mise en avant. Et là, il y a quelques scènes, par exemple une scène à la fin où il discute avec la James Bond girl du film, Domino, dont le frère est impliqué dans l'affaire et tué par le spectre, justement. Et il y a une scène émotionnelle entre les deux au bord de la plage où il lui annonce la mort de son frère et où elle est très émue, et où on voit juste, en fait, Sean Connery mettre des lunettes de soleil pour se confronter justement au chagrin de Domino, et cacher, en fait, on devine le fait qu'il est ému, et simplement il rabat ses lunettes. Et il y a quelques éléments comme ça où on suggère qu'en fait James Bond peut avoir des sentiments et peut être touché par certaines choses. Il est peut-être un petit peu plus humain qu'on le pense. Sans appuyer trop dessus, sans être là, oui, en fait, c'est un grand sensible. Enfin voilà, c'est juste des petits détails, mais que je trouve assez subtils et plutôt bien vus. Et qui font évoluer justement le personnage de James Bond. Qui reste à côté de ça, toujours aussi fringant, toujours aussi violent, animal, avec toujours la bonne punchline. Il y a tout un nombre dans ce film-là. Et plein de gadgets, on le dit, le jetpack, mais il y a aussi justement dans cette scène sous-marine, il a une sorte de propulseur sous-marin. Qui peut tirer des harpons qui fait péter à la fin. Enfin, vraiment, c'est ça aussi que je trouve assez jouissif dans ce film, c'est que c'est un vrai film d'action spectaculaire où on utilise tout ce qu'on a en main. Enfin, on a encore une fois, on l'évoquait pour Dr. No, Terence Young, c'est vraiment un vétéran de la série B qui sait rentabiliser son budget et utiliser le matériau qu'il a sous la main pour en tirer tout ce qui est possible de tirer. Et pour moi, ce film-là, Opération Tonnerre, c'est vraiment le sommet de la période Sean Connery. C'est-à-dire que si Goldfinger posait définitivement la formule James Bond, voilà, la saga, c'est ça, les codes sont là. Opération Tonnerre la transcende en livrant un film d'action rythmé, fun, spectaculaire. Avec plein de petites idées aussi. Par exemple, typiquement, le yacht du méchant qui, à la fin, se sépare, alors que finalement, ça fait pratiquement 2 heures qu'on nous le vend comme un grand yacht où il y a plein de places, puis finalement, il se sépare en deux à la fin quand il est attaqué par les gouvernements. Enfin, il y a plein de petites trouvailles comme ça qui sont assez fun, en fait. Et puis aussi une musique. Déjà une bande musicale quand même assez, de John Barry, toujours assez sympathique, et qui livre des nouveaux thèmes vraiment efficaces, notamment dans les scènes de tension. Il y a des nouvelles compositions. Enfin, il se repose pas uniquement sur ses acquis, il apporte là aussi quelque chose de nouveau. On retrouve quand même un tout petit peu évidemment, les notes mémorables de James Bond, mais retravaillées de manière assez intéressante. Et puis aussi la chanson Thunderball avec ce qui est devenu un culte au fil des épisodes de James Bond, le générique avec cette chanson. La chanson interprétée par Tom Jones qui directement met dans l'ambiance. Enfin, c'est une chanson hyper énergique, avec du spectacle, quoi. Parce que c'est vraiment ce qu'est ce film, c'est du spectacle.
Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur Thunderball ou Opération Tonnerre, le 4e épisode de la saga James Bond. Merci Thibaut d'être venu dans ce Vodka Martini pour nous parler donc de Thunderball. Merci à toi, Robin. Et puis, eh bien, on vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine, puisque c'est le but de ce format. On vous présente chaque semaine un épisode de James Bond jusqu'à la sortie en avril du 25e opus. La semaine prochaine, on va définitivement tourner la page Sean Connery, puisqu'on parlera du film de 1969 Au service secret de Sa Majesté, qui est d'ailleurs le seul film où l'interprète de James Bond est George Lazenby. Ce sera donc la semaine prochaine dans le Vodka Martini. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver tous les épisodes du Vodka Martini et du Saloon sur les différentes plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.